Qu'une seule âme sur la terre, Raphaël Aubert. Bayreuth, été 1951. Seule la scène du Festspielhaus était éclairée, occupée par la masse sombre de l'orchestre du festival et cette grande silhouette solennelle devant, aux gestes précis qu'on devinait plus qu'on ne voyait. Il pouvait imaginer sans peine, tant les journaux le lui avaient rendu familier, le visage allongé, tout d'une pièce, fiché sur le cou interminable dont il semblait seulement le prolongement, la couronne de cheveux gris presque monacale, les bras en ailes d'échassier. Comment l'homme qui dirigeait à cet instant la 9e symphonie de Beethoven avait-il traversé toutes ces années ? Qu'avait-il bien pu éprouver dans ce qui avait constitué pour lui une sorte d'exil intérieur ? Il était resté en Allemagne, avait-il expliqué, pour que les musiciens demeurent des musiciens et que la musique demeure l'espérance des hommes. Et lui-même, durant ces mêmes années, n'avait-il pas vécu de cette seule et unique espérance ? L'espérance de la musique, rejouer un jour du violon, poursuivre son métier de musicien. Mais n'était-ce pas déjà un miracle que d'être en vie, d'être à Bayreuth, ce lieu inspiré qui avait vu la création du Ring des Nibelungen, la monumentale tétralogie de Richard Wagner. D'être ici, dans la pénombre de cette salle providentiellement intacte du Festspielhaus que les bombes alliées, par un arrêt mystérieux du destin, avaient épargné. Et voici que le miracle, celui de la musique, à nouveau se reproduisait. Tout au bonheur de cet instant qui ne reviendrait pas, qu'il savait unique. C'était comme s'il entendait pour la première fois l'œuvre de Beethoven, dans une étrange fraîcheur. Et ces quelques notes murmurées, grondements de forge étouffés dans le lointain, la première exposition du thème de la joie du début du final, lui semblait résonner comme à l'aube du premier jour. La partition de Beethoven lui était pourtant familière, et ce n'était pas faute de l'avoir entendue avant la guerre en concert
à Varsovie et surtout à Vienne lors de ses études. Et bien sûr à la radio. Combien de fois il n'aurait su le dire? Pourquoi d'ailleurs aurait-il compté? Du dernier concert, il se souvenait néanmoins comme si c'était hier. C'était 9 ans auparavant, en 1942. Cernia était un tout petit village, presque un hameau. Une dizaine de maisons, tout au plus, groupées autour du collège avec son unique classe où enseignait Alberte, son clocher pointu et son horloge. En manteau, coiffée d'un gros bonnet de laine, la jeune femme les attendait devant la porte. En souriant, non sans laisser voir une certaine anxiété, elle les fit entrer. Malgré le froid de l'hiver plutôt vif, toutes les fenêtres de la classe étaient grandes ouvertes. L'un des arrivants proposa de les refermer. « Non, non, laissez, répondit Alberte. Je veux qu'on puisse vous entendre chanter. Et ce ne sont pas les autorités qui l'empêcheront. » Elle s'était assise derrière un pupitre au fond de la classe, tandis que les chanteurs, restés debout, s'étaient regroupés devant le tableau noir, tels de sages élèves attendant qu'on les interroge. C'était Antonin qui les dirigeait. Après un moment, passé quelques chants, il crut apercevoir au dehors, dans l'encadrement des fenêtres ouvertes, des silhouettes d'hommes et de femmes, d'enfants et de vieillards qui se dirigeaient vers le collège. Il commençait à comprendre. À mesure que les chants se succédaient, cette petite foule, en réalité seulement quelques dizaines de personnes, s'était agglutinée toujours un peu plus aux fenêtres de la classe. Il pouvait sentir leur présence, silencieuse, attentive, émue. Et peu à peu, lui aussi se voyait gagné par l'émotion. Lorsqu'après le dernier chant, un vieux Noël traditionnel polonais, il se retourna en direction du fond de la classe, là où se tenait Alberte, et la salua en s'inclinant, ainsi qu'il l'aurait fait à l'issue d'un concert, il vit que son visage était devenu très pâle et que ses yeux brillaient d'une étrange façon. Alors il regarda vers les fenêtres, où l'auditoire improvisé n'avait pas bougé. Alors quelques applaudissements, d'abord timides, puis de plus en plus chaleureux se firent entendre. Il salua à nouveau, quand l'un de ses camarades, suivi aussitôt par tout le chœur, entonna « La Pologne n'a pas encore disparu. Tant que nous vivons, ce que l'étranger nous a pris de force, nous le reprendrons par le sabre. » C'était la Mazurek Dąbrowskiego, l'hymne national polonais. Alors Antonin, à son tour, ne put retenir ses larmes, des larmes contenues depuis si longtemps. Au fond de la classe, Alberte s'était levée et le fixait intensément. Ce matin de Noël marqua un tournant dans leur relation, d'autant que l'affaire n'était pas restée sans suite. Intrigués par ce rassemblement autour du collège, par ces chants et ces applaudissements, des membres de la garde locale étaient accourus. Aux habitants, ils avaient ordonné de se disperser et de rentrer chez eux. Aux chanteurs, de les suivre. Après leur avoir demandé d'où ils venaient, dans quel lieu ils étaient internés, ils les avaient escortés jusqu'à Aigné où, naturellement, ils avaient reçu un blâme de leur commandant. Quant à Alberte, elle avait été convoquée par le président de la commission scolaire. Elle s'était bornée à déclarer qu'il s'agissait d'un concert privé, donné pour elle seule, par ses élèves, des internés à qui elle enseignait le français ainsi que les autorités l'en avaient chargée. Mais, comme il faisait très chaud dans la classe, vous savez comment chauffe le poêle, eh bien, elle avait tout simplement ouvert les fenêtres. Voilà tout. Quel mal y avait-il à cela? Et qui pouvait-elle si des habitants en avaient profité pour écouter? De ces explications, son interlocuteur, un brave homme qu'elle appréciait, n'était évidemment pas entièrement dupe. Il s'en contenta, pourtant.